Nous faisons le point de la situation cette semaine à l'est de la République démocratique du Congo, la rétrospective, mesdames, messieurs. Bonjour et surtout bienvenue. Nous allons parler de la guerre, la diplomatie, le visite à Goma, d'abord de le marquis et puis du directeur régional de l'UNICEF après l'incident des drones. Nous ferons un petit tour à Kinshasa pour parler du dossier Bati Lukwebo, éjecté déjà, qui a démissionné. On sent que la messe est dite. Quelle analyse on peut faire? Nous faisons le point, les analyses avec Jospin Hongui. Bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Une petite virgule. Hier, c'était la fin du ramadan pour le musulman. Vous n'êtes pas musulman, chrétien. Ouais, nous souhaitons Chrétien. Mais nous souhaitons aux musulmans les réalisations de tout ce qui a été leur vœu durant le mois de Ramadan. Ramadan. Alors, on commence par la situation sécuritaire. Ce sont des combats dans les sites qui jouent, la reprise dans la plaine de la Ruzizi et dans les hauts plateaux à Minembwe. C'est toujours l'actualité sécuritaire de cette semaine. Nous devons rappeler que depuis le retrait de l'F-123 d'Ouvira, il y a eu accalmie dans la plaine de la Ruzizi. Depuis plus de 2 mois, on n'a pas signalé de combats de part et d'autre. Chaque partie a respecté les limites des fronts et le trafic était normal entre la zone contrôlée par l'F-123 et la zone contrôlée par les FARDC, c'est-à-dire la zone à partir de Runingu, Sangé jusqu'à Kamanyola et Bukavu, le F-123 à partir de Kiliba jusqu'à Uvira, c'était les FARDC, mais la circulation était normale. Les véhicules quittaient Bukavu pour Uvira, mais depuis un moment, le week-end dernier, il y a les forces armées de la RDC et de Wazalendo qui ont érigé de barrières, ont coupé le trafic entre leur zone et la zone de la F-123. Plusieurs véhicules sont restés bloqués dans la plaine, dans la partie de Kiliba. Je ne sais pas si c'était pour renforcer le contrôle, mais cela a affecté considérablement la vie socio-économique de la population. Et après l'érection de ces barrières, il y a eu un assaut des forces armées de la RDC appuyées par l'armée burundaise et les Wazalendo sur le village de Runingu. Faisons une délimitation entre les deux questions. Ça veut dire que les trafics entre Bukavu et Uvira est coupé déjà. On été coupé, bien sûr. Et c'est après la coupure de ces trafics qu'un assaut a été organisé. Je pourrais dire d'un œil analytique que les FARDC ont coupé ce trafic pour peut-être faire le lit des affrontements pour éviter que les populations peut-être ne soient victimes des affrontements. Parce que juste après avoir coupé le trafic, les forces armées ont lancé un assaut sur les positions d'F-123 dans la plaine de la Ruzizi, ce qui avait causé des dégâts énormes parmi les populations parce qu'il y a eu des bombardements dans la plaine. L'F-123 a riposté et plusieurs dizaines de populations se sont déplacées encore une fois de plus. Alors, ça c'est du côté plaine de la Ruzizi. Mais du côté Minembwe, on enregistre toujours des bombardements. Nous avons vu d'ailleurs cette semaine des communiqués qui parlaient des bombardements dans quelques villages de Minembwe. Oui, les villages de Mikenke et de Bidegu ont été la cible des bombardements des forces armées de la République démocratique du Congo cette semaine. Mais l'armée n'a pas réussi à déloger les Tuguanero de ces 2 villages-là. Malheureusement, il y a eu des dégâts humains signalés, plusieurs populations blessées et d'autres tuées dans ces bombardements. Et l'AF-123, à travers son porte-parole, Lawrence Kanyuka, a encore déploré des bombardements qui ciblent des civils ou qui ciblent des zones densément peuplées, mais aussi l'enclavement de cette zone où la situation humanitaire devient de plus en plus très préoccupante. La population civile est restée dans la région de Minembwe, n'ont pas accès à l'aide humanitaire et c'est une zone enclavée qui n'a plus de trafic avec Uvira qui est le grand centre ou encore Fizi et Baraka. Très bien. Sur le plan diplomatique, nous avons vu 2 grandes autorités mondiales arriver en ville de Goma. Je parle de le marquis d'abord, qui est coordonnateur des affaires, le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo. La tendance change. Je parle d'un aspect,
l'aide humanitaire doit être orientée vers la résilience, a dit le marquis. Mhm. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette avancée diplomatique à ce niveau? Avant l'intensification des bombardements par l'armée congolaise dans la région de Masisi, de Minembwe et jusqu'à Goma, Mhm. il y avait déjà une initiative d'ouverture de l'accès humanitaire avec la visite même de la représentante du secrétaire général de l'ONU à Goma qui assumait l'intérim de Bintou Van Keïta de Père. avec le premier vol humanitaire, avec la visite aussi Mhm. des humanitaires de l'ONU à Ouvira pour analyser les paramètres sécuritaires pouvant garantir l'arrivée des équipes humanitaires. C'est-à-dire que la question était déjà sur une bonne lancée avant qu'il y ait cette dégradation de la situation. Et la question qui préoccupe actuellement les Nations Unies, c'est l'accès humanitaire. C'est cette ouverture humanitaire à partir de Goma jusqu'à Uvira. Parce que si l'aéroport de Goma est à nouveau fonctionnel aux vols humanitaires, facilement, les cargaisons peuvent être transportées de Goma à Uvira par la voie lacustre par exemple. Et puis à Bukavu, on emprunte la voie routière jusqu'à Uvira. Ou encore, on peut quitter de Goma par vol jusqu'à Uvira si on a l'accès humanitaire et les garanties sécuritaires. Et face à cette dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC, l'ONU a dépêché son coordonnateur humanitaire en RDC, Bruno Le Marquis, pour discuter avec les autorités de fait, c'est-à-dire tout le F-123, des garanties sécuritaires et humanitaires, mais aussi réitérer cet appel d'Antonio Guterres au cessez-le-feu, parce que c'est ça qui est prioritaire actuellement. S'il n'y a pas d'hostilité, les processus humanitaires vont évoluer bon train, mais si les bombardements persistent, si les affrontements persistent, les populations civiles vont demeurer victimes et n'auront pas accès à l'aide humanitaire. Voilà donc l'objet principal de cette visite Blaise dans cette zone contrôlée par l'F-123, c'est réitérer l'appel au cessez-le-feu et appeler au respect des droits internationaux humanitaires et la protection des populations civiles qui commencent à être la cible des attaques. La situation s'est améliorée du côté humanitaire. Nous avons vu des garanties hier avec Corné Nanga qui venait d'une réunion, d'une rencontre avec les directeurs régionaux de l'UNICEF. C'est encore les deuils, mais l'on veut sauver ce qui reste. Oui, le directeur régional de l'UNICEF est venu d'abord pour rendre hommage à la mémoire de Karine Bessé qui avait été tué à sa résidence par des drones dont l'F-123 accuse Kinshasa d'être responsable. Mais jusque-là, on ne sait pas si son corps a déjà été rapatrié, Blaise. Rien n'a été communiqué à ce niveau. On n'a pas encore communiqué à ce sujet. Mais cette délégation de l'UNICEF est venue d'abord pour rendre hommage, mais rencontrer aussi des autorités de l'F-123, c'est rendre compte de la situation sécuritaire dans la région pour avoir des garanties au sujet de la sécurité, de la protection d'autres agents de l'UNICEF et d'autres organes des Nations Unies qui sont là. Parce que si Karine est attaquée hier, on peut craindre que demain, ça soit un autre agent humanitaire. Voilà pourquoi l'UNICEF et les Nations Unies, tous les systèmes, veulent avoir des garanties auprès de l'F-123, de ces autorités de fait qui ont la responsabilité de sécuriser la région. Parce que vous vous rappelez, lors de la visite de Mme Van de Pers à Goma, les autorités de l'F-123 avaient donné des garanties sécuritaires. Que ce soit de Goma jusque dans la région d'Uvira, il y avait des garanties sécuritaires avant que la situation ne devienne ce qu'elle est aujourd'hui, parce que ces drones-là qui ont une forte puissance d'attaque, dont personne ne sait à partir de quel point ils attaquent jusqu'à pointer Goma, ça devient très préoccupant et je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter pour les agences humanitaires et surtout le système des Nations Unies qui ont besoin d'une garantie sécuritaire. C'était encore l'objet de cette visite pour se rassurer que les autres agences humanitaires sont en sécurité. Je pense que les autorités de fait ont rassuré le directeur régional et ont rejeté la responsabilité à Kinshasa, accusé d'avoir largué des bombes ou des drones sur des agences humanitaires de l'ONU.
Il y a des enjeux sécuritaires, oui. Des enjeux politiques, on en parle. C'est Bati Lukobo qui a fait la une de cette semaine. D'abord, désavoué par le membre de son parti politique. On a vu Patrick Mounion, élu de Goma, lire une déclaration. Et après, la démission de Bati Lukobo. Est-ce qu'il va aller en exil? On se pose la question. Est-ce qu'il y aura des arrangements à l'Union sacrée? Et cela crée de fragilité au sein même de la famille de Félix-Antoine Tshisekedi. Bon, Je pose plusieurs questions à la fois. l'opinion d'abord s'interroge sur la pertinence, la nécessité, surtout l'opportunité de relancer le débat sur la révision, le changement de la Constitution en ces moments. Vous savez très bien, comme tous ceux qui nous suivent, que les opposants ont fait à un moment donné profil bas. Tout est parti de là. Hein? Oui, les opposants ont fait profil bas au sujet même des manifestations. Vous vous rendez compte que l'opposition devient de plus en plus anéantie en RDC parce qu'il n'y a plus de manifestations de grande envergure à Kinshasa. Parce qu'ils se disent quand même que le pays traverse une crise sécuritaire énorme et qui nécessite des solutions concertées. Nous tous ensemble. Et ce n'est pas le moment peut-être de mettre beaucoup de pression aux dirigeants sur des questions comme celle du changement de la Constitution. Mais c'est au sein de la majorité que le débat est relancé. C'est au sein de la majorité que la question devient prioritaire. Vous avez suivi, après la sortie médiatique de Bati Lukwebo, l'ancien désormais vice-président, deuxième vice-président du Sénat, l'UDPS réagir et d'autres classiques du pouvoir actuellement pour dire que la constitution sera bel et bien changée et modifiée. C'est comme un forcing. D'ailleurs, Kabouya l'a dit. Il y a un texte déjà prêt. Voilà. Mais il ne faut pas oublier que cette question risque encore de diviser la classe politique, plus que même la situation sécuritaire en ce moment. Parce que moi, je pense que c'est une démarche contradictoire à la réalité. Mais qu'est-ce que l'on cherche? Qu'est-ce que l'on cherche à Bati Lukwebo? Voilà. Qu'est-ce que l'on veut de Bati Oui, avant d'arriver à la situation de Bati Lukwebo, je voulais d'abord interpeller la classe politique sur une question très importante. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi devait réunir tous les opposants sur une même table pour décrisper la crise politique et sécuritaire au pays. Mais le même encore relance la question en insistant sur le changement de la Constitution, une question qui divise encore les politiciens, parce que tous les opposants ne sont pas d'accord avec cette question. L'Église catholique pense que ce n'est pas aussi, ou même l'Église du Christ au Congo, toutes les confessions religieuses pensent que ce n'est pas opportun de ramener cette question en ce moment. Bati Lukwebo qui parle des problèmes d'hommes, il n'est pas le seul à le dire. Le président Félix Tshisekedi, dans sa tournée électorale, il en avait parlé aussi. Il avait dit que Mboka ici au Koufakala. Et puis il avait pointé du doigt à des dirigeants. Il avait dit que si le pays est par terre aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème d'homme. Il avait dit qu'il faut travailler sur l'homme politique congolais aujourd'hui qui ne sait pas recentrer son action sur l'essentiel, sur le social du peuple congolais. Aujourd'hui, les jeunes ont un problème sérieux d'emploi. Ce n'est pas la faute à la Constitution. La question sécuritaire au pays, la corruption au sommet de l'État. Il y a plusieurs questions qui ne découlent pas des problèmes constitutionnels. Et quand Bati Lukwebo parle des problèmes d'hommes politiques, il a parlé dans l'ensemble du système auquel il fait partie, bien sûr, malheureusement. Et cela lui a coûté son poste parce qu'aujourd'hui, le positionnement politique du régime de Tshisekedi se fonde sur la loyauté au chef de l'État et la loyauté à la vision dont on ne sait même pas les tenants aboutissants du chef de l'État. Avant, je parlais de la vision du chef de l'État. C'est-à-dire que si vous êtes membre de l'Union sacrée, vous êtes du régime, vous devez soutenir, entre guillemets, la vision du chef de l'État et vous devez être loyal au chef de l'État. Et Lukwebo, en donnant un point de vue contraire à celui de l'UDPS, il a été considéré comme un traître, comme celui qui n'accompagne pas la vision du chef de l'État. Bon, prenons l'exemple de la révision constitutionnelle comme faisant partie de la vision du chef de l'État aujourd'hui. Maintenant, comme lui, il n'est pas totalement d'accord. Même s'il ne s'y est pas opposé aussi clairement que ça, on a trouvé déjà la faille et au sein de l'Union sacrée, on a pensé qu'il devait partir. Et lui, il a évité le pire, il a démissionné. C'est quoi le péché de Bati Lukwebo? Parce qu'après, il a demandé pardon. Le péché, comme je venais de le dire, c'est qu'au sein de l'Union sacrée, au sein de l'UDP surtout, on l'accuse de ne pas être loyal envers le chef et de ne pas soutenir la vision du chef. Cette vision du chef, dont je donne l'exemple ici, le changement de la Constitution en ce moment. Je ne dis pas que c'est ça la vision du chef de l'État parce que
Je n'en connais pas Mais, mais pour les, Tshisekedi, c'est les un plan rudiments. qui doit réussir coûte que coûte. Bon, Au regard de la détermination même ça va être de... difficile, Blaise, que Mhm, ça passe actuellement, parce qu'il faut aussi des moyens. Il faut des moyens pour organiser un référendum, mhm. afin que le peuple, qui est le souverain primaire, puisse décider si la constitution sera changée. Certaines provinces sous état de siège. C'est ça le problème, ça risque de ne pas passer. Mais bon, on peut faire un hold-up avec le Parlement, parce que comme Mhm. vous savez, la Chambre haute et la Chambre basse sont mises dans la poche aujourd'hui du président. C'est le président qui décide de qui reste, qui sort du navire. Ma dernière Vous question. voyez que même Aimé Bodji commence à relancer cette question, c'est-à-dire que comme Kamere qui gênait un peu n'est plus là, le Parlement peut faire passer ses Ma- projets, mais au sein de l'opinion publique, au sein de l'opposition, ça va diviser et ça ne va pas faciliter qu'on puisse d'abord terminer avec la question essentielle aujourd'hui qui est la restauration de la paix dans l'est du pays et sur l'ensemble du pays. Ma dernière question. Est-ce que pour Bati Lukwebo, la messe est dite? Bon, la messe est dite parce La qu'on messe est voyait... dite. Est-ce qu'il y aura continuité? Oui, il a démissionné. On va mettre un il a deuxième... démissionné d'abord. Oui, Ça, on c'est va déjà mettre fait. un deuxième vice-président. Hmm. Est-ce qu'il y aura des suites? Est-ce Oui, que la suite est préparée? oui, bon, on peut déjà s'imaginer Mhm, des scénarios possibles. On veut le fragiliser parce que mhm, déjà, il est frappé à l'interne. Ses députés l'ont désavoué, dont Patrick Mounion qui a lu la déclaration, même s'il y a d'autres députés qui sont venus après le soutenir et désavouer ceux-là qui ont lu la déclaration. On sent que ceux-là qui ont lu la déclaration font déjà partie du groupe mhm, UDPS. mhm. Ils sont soutenus par l'UDPS, ils sont soutenus par des proches du chef de l'État. Et je parle de Batou Kwebo, même s'il a démissionné, s'il a demandé pardon au sein de l'Union sacrée, on ne veut plus de lui. Mhm, Parce qu'il fait partie du présidium. mhm. Je pense que même s'il a démissionné, au sein du présidium aussi, il sera exclu. Il ne sera plus invité aux réunions stratégiques, il sera mis de côté. Et s'il a, il a de la chance, il va juste rester, il va siéger comme sénateur. Mais cette messe-là dont vous parlez, si on veut le pourchasser jusqu'au bout, on va initier des dossiers contre lui. En Très bien. justice, qui peuvent avoir des liens avec la fiscalité et tout, la Wait, corruption et beaucoup, à la congolaise comme on le sait. wait and see. On va suivre la question des Bati Lukwebo. On va suivre également la situation sécuritaire. Mais il y a contradiction entre ce que veut le politique et ce que veut le peuple. De l'autre côté, on veut la paix. Et de l'autre côté, on veut en finir avec leurs frères. Portez-vous bien.